merci. Moi, je suis Alexis Roussel. J'ai plusieurs casquettes quand même. J'ai fait mes études juste à côté. J'étais à Paris 1 pour les études de droit. Mais après, ma carrière professionnelle, je l'ai faite en Suisse. Et où parce que j'ai la double nationalité, où j'ai redécouvert la politique en Suisse de façon complètement différente. Et ce qui m'a permis, en tant que juriste, de réfléchir sur des fois des choses auxquelles on se permet pas en France de réfléchir dans les universités. Parce que c'est une politique qui est très confrontée au retour constant des citoyens. Et c'est une politique qui se fait dans la rue et avec des gens simples, en fait. Et on doit régler des problèmes simples. D'abord, à propos voilà, et donc j'ai rédigé un livre qui s'appelle Notre si précieuse intégrité numérique aux éditions Slatkin à Genève, et qui est disponible sur les grandes plateformes ici, et qui parle en fait d'un droit à l'intégrité numérique que je vais décrire un peu plus tard et qui aujourd'hui commence à être mis en œuvre tout doucement en Suisse, en tout cas adopté avant d'être mis en œuvre. Tout d'abord, revenons sur Telegram. Telegram est une application que moi j'utilise beaucoup depuis très très longtemps. Je suis un très vieux utilisateur de Telegram. Et je me souviens que quand j'ai commencé à l'utiliser au début, on me disait « Ah, mais Telegram, c'est l'application des terroristes ». C'était un petit peu limité à ça. Après, au fur et à mesure, aujourd'hui, Telegram, c'est un réseau professionnel aussi extrêmement important, en tout cas dans mon milieu, dans le milieu des nouvelles technologies. C'est aussi une application qui, dans des zones géographiques, Europe de l'Est notamment, est l'application principale d'échange entre les gens. Mais c'est une application qui est centralisée, c'est-à-dire c'est Telegram qui gère les serveurs. Et puis, c'est une application qui n'est pas chiffrée par défaut, comme on l'a dit, enfin, chiffrée de bout en bout par défaut. Il y a du chiffrement, mais c'est lisible par Telegram. Mais c'est aussi, surtout, une application qui a une interface exceptionnelle. Je crois que c'est une des meilleures interfaces qui existent dans les messageries aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cet engouement. Moi, mon analyse, pourquoi est-ce qu'ils ont gardé un système centralisé et un système non chiffré, c'est justement parce qu'ils ont fait un compromis entre l'usage que l'on peut avoir sur cette plateforme et justement la sécurité. Et une des grandes forces de Telegram, par exemple, c'est son moteur de recherche, c'est le fait qu'elle stocke, vous pouvez récupérer toutes vos images, toutes les discussions que vous avez faites pendant des années, que la vitesse à laquelle les messages apparaissent, et tout ça, en fait, est techniquement lié aussi au fait que ce soit centralisé. Si vous voulez faire la même chose de façon décentralisée ou de façon non chiffrée, mais vous voyez bien que par exemple Signal n'a pas la même expérience utilisatrice que Telegram. Telegram cherche aussi un modèle économique, avait lancé sa propre monnaie. Donc en gros, mon analyse, pour moi, c'est que Telegram est devenu trop gros, en fait. Et pas que gros pour la France, gros pour plein d'autres pays. Et le premier pays qui a donné l'alerte dès que Pavel Durov a été arrêté. En fait, la première alerte dont on a entendu parler, c'était l'armée ukrainienne qui a dit tout de suite, alors qu'en Ukraine, Telegram est la plateforme principale d'utilisation par la population, l'armée ukrainienne dit, maintenant on sait que les Russes ont accès à Telegram, et donc on interdit l'usage militaire et dans les administrations de Telegram. Ça s'est fait vraiment rapidement. Au début, ils ne savaient pas, et je pense que l'arrestation de Pavel Durov a en fait cassé un peu toutes les barrières que Telegram s'était mis en place. Telegram résistait à la Russie jusqu'à présent, et en fait, du jour au lendemain, il ne pouvait plus résister. Donc, et qu'est-ce que venaient trouver les gens sur Telegram? Ils venaient trouver un sentiment de protection de la vie privée. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était une des rares plateformes où il n'y avait pas de mise en œuvre technique de la protection de la vie privée, mais il y avait un sentiment de protection de la vie privée. Il y avait une mise en œuvre effective de la protection de la vie privée parce qu'il y avait un groupe de gens, et Pavel Durov en lui-même, qui résistait constamment en fait aux demandes de tout le monde.
mais la pression a augmenté. Effectivement, ils pouvaient faire de la modération s'ils le veulent, ça a un coût, mais techniquement, ils peuvent le faire, mais ils se refusaient de le faire face aux États. Donc ça a cassé en fait finalement le barrage, enfin l'attaque contre Telegram a été trop élevée, et aujourd'hui ce sentiment de dire Telegram est une place, est un endroit où on respecte la vie privée, ça a disparu. Et il va y avoir une conséquence pour cela, très simple, c'est qu'en fait il va y avoir un morcellement, et on en reviendra à la fin, un morcellement des messageries, et les gens vont aller beaucoup plus ailleurs. On va continuer à utiliser Telegram parce que l'interface elle est vraiment exceptionnelle, mais certaines activités vont partir de là. Ça m'interroge, moi, en fait, sur le rapport des États. Enfin, le rapport des États avec Telegram, de manière générale, nous interroge sur le rapport des États avec la vie privée. Comment ils le voient ça? On en a déjà parlé plein de fois. Et en fait, moi, mon analyse aussi, c'est que le gain perçu, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, les États fièrement, des fois, annoncent voilà, on a repris le contrôle de Telegram, où on a le droit a pu finalement prévaloir. Mais pour moi, le gain perçu sera de très très courte durée, justement parce qu'il y a une diffusion des activités dans d'autres plateformes qui vont être beaucoup plus difficiles à attaquer. Donc maintenant, ce que l'on voit finalement dans les faits, moi ce que j'observe, c'est que on a beaucoup de paroles et d'intentions de la part d'États de vouloir en fait respecter la vie privée tout en apportant une sécurité, mais en réalité ce que l'on voit, c'est que on interdit de plus en plus aux individus de protéger efficacement leur vie privée. C'est-à-dire en fait cette attaque sur Telegram aussi, c'était une plateforme où les gens avaient ce sentiment de protection de la vie privée, et finalement on voit qu'ils ont perdu un espace, ils doivent en trouver un autre. Donc il y a une demande en fait une demande de la population, des gens, de vouloir avoir un respect de la vie privée qui n'est pas forcément justifié de la même manière qu'on se justifie ici. Dans d'autres pays, ce sont des plateformes qui sont mondiales, et quand vous êtes un exilé russe, vous n'avez pas la même image de ce que c'est la vie privée pour vous que si vous êtes en France. Parce que la vie privée, c'est le fait de ne pas être récupéré par votre État pour être envoyé sur le front ukrainien. C'est ce genre de vie privée-là qui est protégé pour un exilé russe. Donc moi, ma question, en fait, dans mon ouvrage, on parle beaucoup de vie privée, de cette relation avec les vies privées, et en fait, je me suis interrogé beaucoup sur cette relation, sur ces efforts, parce qu'en fait, ça fait maintenant 30-40 ans qu'on fait des efforts de protection de la vie privée, et en réalité, on n'avance pas. C'est-à-dire que les lois augmentent, enfin, on a expliqué le clic et anti-retour, on a expliqué plein de phénomènes, il y avait cette question du cadre. On fait une loi pour un sujet, et finalement, quelques années plus tard, on se retrouve avec plein d'autres sujets qui sont couverts par la même loi. Donc en fait, il y a une expansion en fait des atteintes à la vie privée, et pourtant en même temps, on essaye de mettre en place des lois, le RGPD et ainsi d'autres lois. Et finalement, pour moi, je l'analyse avec recul comme étant un grand échec. Aujourd'hui, on n'a pas de protection de la vie privée qui est efficace. On a créé une administration de la protection de la vie privée. Ça, oui, on a créé du compliance à l'image du monde de la finance, où on crée beaucoup de compliance, mais avec une efficacité qui est proche de zéro. Donc, comment est-ce qu'on finalement on change fondamentalement la chose. Et c'est là où moi j'apporte deux réponses. Je propose deux réponses, et il y a une réponse technique et il y a une réponse politique ou politico-juridique. La réponse technique, on va d'abord aller très, très, très simplement, c'est une réponse moi j'y participe en tant qu'entrepreneur, mais c'est une réponse
qui est poussé de toute façon par l'usage, et c'est le développement de la cryptographie. C'est le développement des outils de décentralisation. Et aujourd'hui, en fait, et ça c'est très bien, on est dans une phase de boom, de recherche, de boom de nouveaux usages en termes de cryptographie. Comme l'a dit très bien Dominique Bleu, la cryptographie est une très vieille technique, mais grâce à l'informatique, il y a une accélération des possibilités qu'on a aujourd'hui en cryptographie, qui est aussi multipliée par la décentralisation, le fait qu'on peut avoir des serveurs dans plein d'endroits différents qui sont gérés par différentes personnes, et donc que la notion d'entreprise oui, même la notion d'entreprise va en train de se transformer avec des nouvelles formes d'organisation qui sont liées à la décentralisation, liées à la cryptographie, et qui vont permettre en fait à des groupes de gens de développer des relations sans que un État puisse venir interdire ou intercepter cela. Donc ça, c'est un côté très positif, et le monde des crypto-monnaies étant très en avance, est à la fer de lance de ce mouvement-là. Et puis, il y a des outils d'anonymisation qui arrivent, qui sont vraiment très intéressants. Le deuxième point, c'est une réponse juridique. En fait, si on réalise en fait que il y a cet échec en fait de la vie privée. C'est quelle est finalement l'alternative que l'on peut avoir. Et en fait, on en parle déjà depuis longtemps. Et puis la jurisprudence en fait cherche ça depuis un certain temps. Et les cours allemandes avaient déjà mis en place un certain nombre de principes, et notamment celui de l'autodétermination informationnelle. Voilà, c'est un droit à l'autodétermination informationnelle. Et c'était finalement la première fois qu'on cherche à protéger une personne, pas au travers de juste sa vie privée, mais au travers de son existence sur Internet, dans le numérique, son existence, et de l'impact que l'usage ou la manipulation des données autour de lui peut faire. Maintenant, donc ça c'était une très bonne étape, une très bonne première étape, mais l'idée c'est d'arriver à exprimer ce droit de façon intelligible, parce que le droit à l'autodétermination informationnelle, personne ne comprend ce que c'est en fait, surtout en allemand. Personne ne comprend ce que c'est, et c'est un droit qui est basé uniquement sur la jurisprudence, même si maintenant dans les cours on l'apprend comme faisant partie des droits fondamentaux. En réalité, la portée, moi je le trouve, est limitée face à des droits qui seraient explicites. Donc c'est là que on propose le droit à l'intégrité numérique comme droit fondamental. Donc, c'est quoi l'intention de l'intégrité numérique? L'intention, c'est de protéger l'autonomie de la personne. C'est simplement ça. De la même manière que l'on protège déjà l'intégrité de l'autonomie de la personne à travers la protection de son intégrité physique et son intégrité mentale. Et si vous regardez où sont inscrites l'intégrité physique et l'intégrité mentale, vous le trouverez à l'article 3 de la déclaration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et vous le retrouverez dans beaucoup de constitutions de pays, dans les articles liés à la dignité ou à la vie, au droit à la vie. Vous verrez qu'il y a un respect. Les États doivent garantir le respect de l'intégrité physique et psychique ou mentale de la personne. Et donc la proposition, c'est d'étendre ça au numérique, assez simplement. Ça fait écho à un texte qui a été d'ailleurs écrit par la CNIL dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association des francophones des autorités de protection des données, donc c'est l'AFA-PDP, et c'est un texte qui date de 2008 ou 2018, non, j'ai un trou, qui dit que les données personnelles sont des éléments de la personne et qu'ils viennent avec des droits et qui sont rattachés avec des droits inaliénables, en fait. Et ça, c'est intéressant parce qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un humain, une personne, un citoyen, n'est pas uniquement constitué de chair et d'un esprit, mais aussi constitué de ces données personnelles. Les données personnelles font partie de sa personne,
de la personne. Et donc, c'est logique que l'intégrité, non seulement du corps, de son esprit, mais aussi de ses données, doivent être protégées doivent être respectées par les institutions publiques. Puisqu'on est dans les constitutions, donc la constitution, c'est le rapport entre les institutions publiques et puis les personnes. On ne parle pas d'entreprises privées. Et donc, on a mis en place en fait ce processus. Ça amène en fait une réalisation qui nous intéresse aussi dans le débat avec les grosses plateformes, c'est qu'à partir du moment où on dit ce que sont les données personnelles, on rentre dans une géopolitique de la donnée personnelle qui nous éclaire un petit peu sur ces combats qui se passent actuellement avec ces grandes plateformes. À partir du moment où on dit, et c'est pas encore la voie principale en Europe, c'est une voie, on va dire, émergente. Et j'espère que ça deviendra la voie principale. Si on dit que les données personnelles sont des éléments de la personne, à ce moment-là, on est en contradiction avec deux autres zones géopolitiques extrêmement importantes. La zone, on va dire, américaine ou de la Silicon Valley, dans laquelle les données personnelles, ce sont des produits, c'est une commodité, c'est un objet que vous pouvez acquérir, prendre, récolter, améliorer. C'est cette notion de les données personnelles sont le pétrole du XXIe siècle. Et il faut créer une industrie autour de ça, d'extraction et de valorisation, et c'est génial. Voilà. Donc c'est basé sur l'extraction, et puis les États participent à cette extraction dans un concept qui s'appelle le capitalisme de surveillance, qui a été décrit par Shoshana Zuboff. Ça, vous avez l'aspect américain. Vous avez l'aspect ensuite chinois, où là, en Chine, les données personnelles font partie sont un bien public. Et c'est aussi quelque chose qu'on entend des fois, on dit si on met les données en tant que bien public, elles vont être plus facilement protégées. Mais en réalité, une donnée qui devient un bien public, ça veut dire qu'à la fin, c'est l'État qui a la responsabilité de ces données-là, qui a une forme de propriété de ces données-là. En tout cas, la société les récupère, et ça peut être utilisé pour un objectif supérieur, même si on va finalement même si une personne peut être maltraitée, c'est pas grave parce qu'il y a un bien supérieur. Ces deux zones politiques des données américaines et chinoises partent du principe qu'il faut collecter les données pour pouvoir les utiliser dans cette vision-là, et avec une industrie qui est derrière. Et donc le lancement, quand on prend le chemin en fait de dire les données personnelles sont des éléments de la personne avec des droits inaliénables, on prend un chemin humaniste dans lequel on va dire en fait finalement on ne veut pas de marché de la donnée personnelle. Et en fait, le fait de ne pas collecter des données personnelles, c'est la manière de protéger la personne. Alors que les autres zones vont baser leur système sur la collecte des données. Et donc, on voit bien qu'on est aujourd'hui, quand on regarde en Europe les débats, il y a une volonté de vouloir protéger l'individu, mais il y a aussi une volonté de garder une forme de marché des données, et aussi de marché et de surveillance des données. Et en fait, tout ça vient en confrontation parce que ce n'est pas compatible. Donc ma proposition est d'aller et d'embrasser finalement cette vision humaniste qui a été initiée par la CNIL il y a quelques années, de dire que les données personnelles sont des éléments de la personne et que la personne elle a un droit à la protection de son intégrité numérique. Comment ça se voit en concret ? Je vais vous lire juste l'article du canton de Genève, parce que donc en Suisse, voilà, comme disait Fabrice tout à l'heure, une personne peut faire son chemin un petit peu des différents cantons. On a 26 cantons, on a 26 cantons, donc on a 26 constitutions, plus une constitution fédérale. Et on peut les modifier disons que l'accessibilité à la modification, elle est relativement facile, et c'est surtout des discussions avec des gens, et il suffit de convaincre des gens et on peut faire ça. Donc c'est ce qu'on a fait, et à Genève, le texte suivant a été proposé. Donc c'est un article 21A, bon, c'est dans la section du droit à la vie, de droit à l'intégrité numérique. 1. Toute personne a le droit à la sauvegarde de son intégrité numérique.
Donc c'est vraiment un article qui est miroir de toute personne a le droit à la sauvegarde de son intégrité physique et mentale. Le deuxième point, parce que les juristes du canton de Genève voulaient quand même préciser un petit peu ce que c'était. Ça restait un concept nouveau pour eux, mais ils voulaient l'utiliser, mais ils avaient besoin un peu d'y donner un peu corps. Donc ils ont intégré un article, enfin un paragraphe 2, 3 et 4, mais je vous lis que le deuxième. L'intégrité numérique inclut notamment le droit à être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l'espace numérique, le droit à une vie hors ligne, ainsi que le droit à l'oubli. Alors là-dedans, la seule chose que vous connaissez normalement, c'est le droit à l'oubli. Voilà. Le droit à l'oubli, c'est un très vieux droit, c'est d'ailleurs le premier droit numérique, je pense, qui a été poussé, mais c'est la première fois qu'on le voit consacré explicitement dans une constitution. Et je pense que ça, c'est une nouveauté, et ils l'ont fait naturellement, parce que moi j'ai été auditionné évidemment pour ça, mais ils l'ont fait naturellement dans le cadre de cette réflexion sur l'intégrité numérique. C'était la bonne place pour eux, ils n'ont même pas réfléchi, ils l'ont rajouté à cet endroit-là, donc je pense que c'était intéressant. Ce que l'on voit aussi, c'est deux thèmes apparaître pour la première fois dans une constitution. C'est la notion de vie numérique et aussi la notion d'espace numérique. Et la notion d'espace, alors une vie numérique, c'est joli. Moi, je suis très content qu'il l'ait rajouté. C'était pas mon idée non plus. Ça marque bien en fait, voilà, que l'espace de vie humain a évolué. Enfin, que ça réduit en fait cette distance entre les mondes. Angela Merkel, quand elle était encore chancelière, elle parlait de Neuland. En allemand, le concept de Neuland, c'est le nouveau pays. Elle faisait une distinction entre ce qui est le numérique et ce qui est pas le numérique. Et alors que dans la plupart dans les mouvements plus jeunes, enfin, je pense que tous les jeunes qui sont ici, pour vous, il n'y a pas de différence entre le numérique et la vie réelle. C'est une extension. On vit constamment, on a des relations constantes entre les deux. Et en fait, il diminue grâce à ça cette différence. Et puis, c'est l'espace numérique. L'espace numérique aussi, c'est de constater qu'il existe un espace numérique sur lequel des gens circulent. Et l'État est un élément extérieur à cela et ne va pas doit s'assurer qu'il y ait une société qui puisse exister sur cet espace numérique. Ce texte-là a été adopté à 95% par la population du canton de Genève. 95%, c'est un score qui est, même en Suisse, assez rare. Ça peut arriver sur quelques textes, mais en fait, ça arrive une fois tous les 10 ans dans les cantons, donc ça a été vraiment accepté à l'unanimité. Il va être voté exactement le même texte au mois de novembre, le 24 novembre, ce mois-ci, à Neuchâtel. Et à Zurich, on a pris un autre chemin, puisque ce n'est pas le canton qui a voulu initier le changement, on a fait une initiative populaire. Et pour faire une initiative populaire en Suisse, comment est-ce qu'on fait ? On doit récolter des signatures de gens qui votent dans la circonscription. Donc là, en l'occurrence, c'est le canton de Zurich. Et il faut 6000 signatures à Zurich pour initier une initiative populaire. On en a récolté 10 000 en l'espace de quelques mois. Donc il y a une grosse demande qui vient. Et le retour des gens, ça a été une crainte très forte sur la contrainte numérique. En fait, la population vit actuellement... alors en allemand, les gens disaient, ça s'appelle Digitale Zwang. Zwang, c'est un mot, ça veut dire contrainte en fait, mais l'expression allemande est beaucoup plus forte que l'expression allemande. Et en fait, ils ont une notion, ils ont abandonné en fait le combat contre la vie privée. Ils ont ce sentiment d'avoir une contrainte numérique constante. Et quand on leur dit en fait, vous avez droit à la vie hors ligne, et c'est la thématique qui est le plus utilisée dans le débat en Suisse. Le droit à la vie hors ligne, c'est que finalement, vous avez toujours droit à accéder à une personne ou à un bureau ou à une procédure en papier vis-à-vis d'une administration. Et c'est de permettre aux citoyens d'avoir un outil puissant, d'imposer finalement à l'État de ne pas être contraint numériquement. Voilà. Et
Voilà. Donc le droit à la vie hors ligne, le droit à l'oubli, le droit de ne pas être jugé par une machine, le droit d'être protégé contre l'usage non consenti des données liées à sa vie numérique, et aussi, dans le débat apparaît le droit à ne pas être surveillé, mesuré, analysé. Donc imaginez, ça c'est pour l'instant c'est juste en débat, c'est pas dans un texte qui est déjà écrit, mais le droit de ne pas être surveillé, mesuré, analysé par un État, on peut commencer à réfléchir à avoir finalement un État qui ne collecte pas de données. Voilà, c'est ça. C'est un État qui s'investit dans la société numérique pourrait faire un État qui ne collecte pas de données des citoyens. Et s'il y a un crime, voilà, ben on organise une enquête, il y a des outils, il y a des experts, on peut casser pas mal de choses, mais ce n'est pas la collecte par défaut qui est mise en place. Et là, on le consacre en fait à un niveau bien plus élevé. Ce qui est très intéressant, c'est que, et je vous dis rapidement les critiques, parce que quand vous avez 95% des gens qui votent oui, vous avez 5% de gens qui apparemment ont dit non. On pense qu'il y a une partie, c'est le taux d'erreur, c'est les gens qui se trompent. Voilà. Il y a aussi quelques gens qui disent toujours non. En fait, on découvre, il y a des gens qui disent toujours non à tout. Pourquoi pas. Et après, il reste les vrais opposants. Et les vrais opposants, j'ai repéré 2 critiques à force de ça. C'est très intéressant. C'est tout le monde professionnel de la protection des données qui est contre l'avènement du droit à l'intégrité numérique, parce qu'ils ont l'impression de voir perdre leur job, en fait, finalement. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ceux qui s'en rendent compte, en fait, le reprennent à leur crédit et puis en fait peuvent l'utiliser comme une force. Et l'autre peur qu'il y a eu, que je viens de découvrir de la part d'une fonctionnaire du canton de Vaud, parce que dans le canton de Vaud, ils ont aussi initié le changement et elle m'a avoué qu'ils avaient mis ça en pause au Parlement. Enfin en pause, en suspens, voilà. C'est qu'ils attendent de voir comment ça se passe à Genève, notamment au niveau des procès. Et ils ont peur des procès à l'atteinte à l'intégrité numérique. Mais je lui dis, mais c'est évidemment le but de l'opération, c'est qu'il y ait plein de procès pour justement que l'État arrête de faire des atteintes à l'intégrité numérique. Voilà. Donc, pour conclure, en fait, dans le droit à l'intégrité numérique, vous avez vu qu'on considère la donnée personnel comme étant un élément de la personne, qu'on imagine en fait un droit de ne pas être surveillé, mesuré, analysé, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un État qui ne collecte pas de données par nature. Alors on n'en est pas là dans les débats en Suisse, mais ça se construit tout doucement. Et on voit tout doucement l'émergence d'un droit à l'anonymat. Ce droit à l'anonymat, il n'est pas juste soutenu par une idée politique ou une idée juridique, il est soutenu par une réalité d'adoption et de développement de technologies. Et on le voit bien avec l'affaire Telegram, c'est qu'à partir du moment où cette notion de protection n'existe plus, les gens vont ailleurs dans des plateformes qui seront beaucoup plus fortes. Ce droit à l'anonymat, il prend sa source donc, dans le droit à l'intégrité numérique, mais aussi dans le droit à la résistance à l'oppression ou le droit à la sûreté dont on parlait, et il va se concrétiser. Et pour moi, ce droit à l'intégrité, ce droit à l'anonymat lié au droit à l'intégrité numérique, ça va être vraiment un des défis des démocraties de la société numérique, parce qu'il va y avoir un nombre d'institutions qui vont devoir accepter ce changement-là, et j'espère que ce changement soit le moins violent possible pour les États. Voilà, je vous remercie. Bon, une parole. Donc la Suisse devient le Kirikou de l'intégrité numérique. Petit mais costaud. Moi, je suis un peu admiratif parce que ça va quand même un peu à contre-courant de tout ce qui se passe. Alors, j'ai noté 2-3 choses. Vous avez parlé des Ukrainiens et moi, je voudrais parler de la jeunesse iranienne et notamment des femmes qui se trouvent quand même très fragilisées par cette situation et qui sont déjà dans une situation terrible. La deuxième chose, la pression du numérique. Alors, pour être élu de territoires différents mais néanmoins ruraux, par endroit, la pression numérique, c'est vraiment quelque chose. Quand vous avez des formulaires, quand vous avez une administration qui est uniquement numérique, avec des personnes qui n'ont pas accès au numérique,
c'est un sujet tout à fait brûlant et qui est tout à fait d'actualité dans les territoires français. Enfin, je veux dire, c'est un sujet. Vous n'avez plus du tout de support papier et tout est en ligne ou sur un smartphone, ce qui revient absolument au même avec des gens qui n'ont pas accès. Alors, je pense que pour les étudiants qui sont là, ça doit apparaître comme étant tout à fait surréaliste. Mais moi, je vous garantis que dans le fin fond de l'Orne, il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de smartphone et qui sont bien ennuyés, qu'il y a un bus qui passe, comme jadis, les diligences pour faire les démarches et que c'est un vrai sujet. Le troisième point, c'est la marchandisation, c'est-à-dire qu'évidemment, si l'intégrité numérique devient part de l'intégrité physique, ça devient hors commerce et ça vient aussi finalement à contre-courant de la commercialisation d'un certain nombre d'éléments du corps humain, des ovules en passant par les spermes, en passant par les organes qui sont parfois aussi objet d'un commerce, certes illégal, mais néanmoins existant. Donc moi, je trouve que la notion est vraiment très très intéressante et je pense qu'un jour ou l'autre, si on arrive à avoir un créneau dans cette maison, il faudra qu'on y ait un débat sur ce sujet, sachant que, évidemment, c'est au cœur des préoccupations et moi je trouve ça intellectuellement passionnant mais juridiquement aussi brûlant, d'une actualité absolument brûlante. Donc merci d'être là ce matin et de nous avoir éclairé sur ces sujets. Je crois qu'il y a des commentaires. Alors les commentaires, on va prendre quelques questions aussi pour clore. Dominique. En fait, j'ai une petite question. Quand vous êtes allé rechercher, les informations des 2% ou des 5% qui étaient contre, est-ce que dans les échanges qu'il y a eu, le sujet de qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'existant a été abordé? Parce que si j'entends, je me dis qu'il ne va y avoir aucune intelligence artificielle en Suisse. À partir du moment où on ne collecte pas de la donnée en masse, qu'on ne traite pas la donnée en masse, on n'a plus de matière première pour quelque chose d'innovant. Alors, je prends intelligence artificielle parce que c'est un buzzword, etc. Mais ça, on n'a plus. Si on prend quelque chose de banal, toutes les voitures depuis 2018, je pense, en Union européenne, sont obligées d'avoir une connexion pour se déclarer en cas d'accident grave et donner sa localisation. Donc, toutes les innovations liées au numérique. Est-ce que dans les échanges qui ont été faits, ça a été abordé et surtout comment est-ce que ça a été perçu par la population suisse de façon générale en fait? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que je l'ai très vite mentionné, mais la Suisse, comme dans tous les pays, vous avez tout qui se passe en même temps. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a un capitalisme de surveillance déchaîné, on a des administrations qui font la guerre contre l'anonymat, déclarée par la FINMA, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, a déclaré la guerre contre l'anonymat. On a des obligations d'identification qui deviennent débiles. J'ai dû faire un KYC à la bancaire pour prendre en contrôle ma voiture. Voilà. Ça n'a plus aucun sens en réalité. Voilà. Donc la société est réellement. Et puis donc tout ce qui est intelligence artificielle, on a les meilleurs labos à l'EPFL et à l'ETH sur l'intelligence artificielle en Europe, et ils récoltent plein de données et ils font tout ce travail. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a des mouvements comme ça fondamentaux qui se passent, c'est qu'on vit les deux choses en même temps. On vit d'un côté la dystopie de la collecte de données, de l'autre côté, il y a des gens qui réfléchissent à comment éviter ça et comment changer réellement la donne. Donc ça va pas changer du jour au lendemain en fait les choses, mais ça va donner une piste. Et le premier effet de l'intégration du droit à l'intégrité numérique à Genève, ça a été un communiqué de presse du Conseil d'État, qui est le gouvernement du canton, sur une loi qui a des aspects numériques et qui rappelait dans le communiqué de presse aux équipes qui allaient mettre en œuvre cette nouvelle loi qu'ils devaient notamment respecter le nouveau principe d'intégrité numérique qui inclut le fait de garder une relation physique avec la personne. Et donc, en fait, ils interdisaient dans leur communiqué de presse de dire vous ne pouvez pas faire tout numérique. Vous devez garder. Voilà. C'était juste
une direction. Voilà. Donc il n'y a pas aujourd'hui voilà, la pratique, elle va évoluer. Par contre, quand on parle aux gens, ce qui est intéressant aussi en Suisse, comme les gens votent 4 fois par an sur, en moyenne, 3 à 4 sujets. Donc ça veut dire qu'au bout de l'année, vous avez voté en moyenne sur entre 20 et 30 sujets différents. Chaque fois qu'on vote sur un sujet, c'est très déshumanisé. On ne vote pas pour des personnes, on ne vote pas pour un parti politique, on est obligé de voter pour l'idée qui est là. Et ce qui fait que la population suisse, elle a une pratique, on va dire, une méthode qu'on peut observer sur comment elle va voter. Et en fait, généralement, elle a peur du changement et elle a peur du changement, effectivement, surtout si la situation future est pire que la situation actuelle ou incertaine par rapport à la situation actuelle. On a refusé, par exemple, plus de vacances. Il y a des gens qui voulaient passer de 4 semaines de vacances minimales à 6 semaines de vacances. Ça a été refusé par la population suisse parce qu'elle s'est dit, en fait, on ne sait pas l'impact que ça va avoir sur l'économie, alors que 4 semaines, on sait comment ça fonctionne et on sait comment les gens y font. Donc ça a été refusé. Par contre, sur l'intégrité numérique, je pense que des gens ont voté sur une idée nouvelle, parce qu'en fait, ils ont conscience que la situation actuelle, elle est tellement catastrophique sur la protection des données. Ils n'ont aucune confiance dans les structures d'État pour faire quoi que ce soit. Chaque fois qu'ils se plaignent parce qu'il y a eu une romance numérique, enfin, ils se sont fait avoir. Les entreprises qui se font exploser régulièrement. Toutes les bases de données. En Suisse, on récolte des données aussi par les États. Et chaque base de données, un jour, est leakée, est cassée. Il n'y a jamais aucune responsabilité, il n'y a jamais aucune personne qui a été, tout simplement réprimandé parce qu'il a mis en place, parce qu'il a acheté du Microsoft et que ça a leaké. Non, au contraire, les gens sont même promus parce qu'ils ont fait gagner de l'argent avec un projet moins cher. C'est pareil ici. Ouais, c'est pareil ici. Oui, non, mais ça c'est mondial, ça. Et donc, en fait, il y a une vraie, je pense, il y a une prise de conscience, enfin, pas forcément exprimée, mais une prise de conscience que ça va tellement mal qu'en fait, une alternative comme ça qui est exprimée d'une manière qui est compréhensible, on parle de la vie numérique et on parle un droit à la vie hors ligne et qu'on parle le droit de ne pas être jugé par une machine, par exemple, c'est des choses qui percutent chez les gens et donc ils vont dire, ok, on va tenter l'expérience. Ok, et du coup, juste une dernière petite question, comment est-ce que tu évalues ça par rapport au RGPD européen, du coup, parce que la Suisse ne l'a pas, mais tout ce que tu as dit, en fait, le RGPD nous dit en gros qu'on n'a pas le droit d'être évalué uniquement sur un algorithme par une machine, on est obligé d'avoir une intervention humaine pour tous les actes importants. Alors je ne dis pas que c'est la même chose, etc., mais est-ce que tu as eu la réflexion du rapprochement? Alors ça revient avec ce que disait Madame la sénatrice, c'est que c'est un changement d'optique, mais c'est pas un changement d'optique, c'est un changement d'optique où en fait aujourd'hui on a une base qui est la transparence totale. Il y a un marché des données, on peut collecter les données et on construit des outils juridiques, réglementaires et jurisprudentiels pour éviter les abus. Et le RGPD pousse la limite le plus loin qu'elle peut en rajoutant le consentement, en rajoutant ce que tu viens de dire, ainsi de suite. Moi, je propose de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de l'autre côté, où en fait, il y a un anonymat garanti pour les gens. On part de zéro. Et après, on commence à ouvrir à travers la jurisprudence, à travers des règlements et ainsi de suite. Bien sûr que la police aura toujours droit à accès aux données, c'est pas un problème, mais ils ne le font pas sur une base de toutes les données sont disponibles, ils le font de la base sur les données ne sont pas disponibles et maintenant je vais essayer d'accéder à des choses. Les données de la santé, on a envie d'utiliser les données de la santé dans de l'IA pour améliorer, pour trouver toutes les maladies que l'on a. Mais pareil, on va pas. Il y a des appels aujourd'hui dans la population, enfin dans les milieux. D'ailleurs, ça a été fait au niveau européen ou au niveau de la CNIL. Il y avait des appels de gens pour dire
Ah mais justement, les données, on va les qualifier comme biens publics, comme en Chine. Comme ça, pour la santé, on met tout sans demander l'autorisation. Et d'ailleurs, je crois que c'est à la CNIL, il y a eu un rapport qui a demandé à la CNIL d'être moins, de réformer la CNIL pour pas avoir besoin de demander l'autorisation, même à la CNIL, pour tout ce qui était donné de santé. Voilà. Et enfin, donc l'idée, c'est ça, c'est de changer en fait l'angle d'attaque et de comprendre aussi, je pense que ça c'est le dernier élément, de comprendre que toute cette jurisprudence ou la manière dont on va juger les atteintes à l'intégrité numérique, c'est quelque chose de moral qui évolue avec le temps. Parce que si on revoit par analogie les atteintes à l'intégrité physique, par exemple, on a mis en place ce concept d'intégrité physique il y a environ 200 ans, et ensuite la moralité, elle a changé. Par exemple, le viol entre époux, par exemple, n'était pas un problème à ce moment-là, il y a 200 ans. Aujourd'hui, ça l'est. Voilà, c'est une atteinte à l'intégrité physique. C'était même pas un viol. On va prendre s'il y a une question peut-être de la salle pour tenir l'horaire. Caroline, avant ça, tu avais une... Oui, pardon. Je voulais rebondir sur les deux choses de Dominique. Je vais essayer de le faire très succinctement pour que la parole circule. Moi, je vois beaucoup dans ce que tu dis et dans la lecture de ton livre, j'ai beaucoup trouvé d'aspects du RGPD, mais qui sont... Parce que finalement, le droit de ne pas être jugé par une machine, c'est la question du profilage, des scores, voilà. La question de l'IA qui était évoquée à l'instant, la réflexion par l'IA Act de positionner les traitements par risque et ensuite de voir s'ils sont autorisés ou pas, et quand ils sont interdits, quelles sont les dérogations. Enfin, finalement, toute cette réflexion d'un cadre aujourd'hui qui est assez disparate se retrouve dans le concept du droit à l'intégrité numérique, et j'y vois un élément d'éducation au numérique vraiment important, parce qu'on refait le lien entre ce qui a été à la base de nos législations sur la protection des données personnelles, on refait le lien entre l'individu et son émanation à travers des informations sur un support matériel, c'est-à-dire ses données. Voilà. Donc le fait de dire, lorsque je subis un piratage de mes données, lorsque je subis un traitement non désiré de mes données, c'est une atteinte à moi-même, en fait, cette intégrité numérique-là. Et parfois les gens disent, mais je me suis senti violée parce que on m'a volé mon identité numérique, etc. Donc on revient en fait au fondement, c'est-à-dire la donnée personnelle, c'est une émanation, c'est le début du XXe siècle en fait, c'est une émanation, l'information à caractère personnel, avant qu'on parle de données, c'est une émanation de la personne. Donc ça entraîne des réflexions très importantes aussi, Madame la sénatrice l'évoquait, sur la question de la propriété des éléments du corps humain. Et en fait, en réalité, on a tellement de choses à réinventer que c'est extrêmement enthousiasmant. Et aussi dans les collectivités territoriales, plutôt que de parler de double canal, de frein à la dématérialisation, ben non, droit à la vie en ligne et hors ligne. Et ça suffit, en fait, à faire comprendre les choses. Donc ça a beaucoup d'avantages. On va tenir l'horaire, mais on va quand même demander à la salle. C'est une question pour Alexis Roussel sur ce projet. Oui, pardon, je vous en prie. Oui, bonjour Max Dugois. Est-ce qu'il faudrait concilier l'intégrité du numérique avec un besoin de pouvoir éduquer les populations sur ces enjeux qui sont difficiles à appréhender ? Alors, absolument. Et d'ailleurs, c'était le paragraphe 3 du texte Genevois que je n'ai pas eu, qui met en place ça. Ouais. L'importance d'améliorer, d'accompagner en fait au niveau des écoles. D'ailleurs, une des conséquences qu'il y a eu de ça, alors pas direct, ils avaient envie de le faire, mais je pense que ça a renforcé leur décision. Le canton de Genève a abandonné entièrement Microsoft pour des suites de logiciels libres au niveau des écoles. Là, ça s'est fait il y a quelques semaines. Alors, il y a aussi des questions de coûts et de licences, et puis de corruption avec des appels d'offres foireux et tout ça, mais qui veulent éviter maintenant. Mais ça donne cette poussée-là. Et après, évidemment, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on fait. Il y a de l'éducation du numérique aujourd'hui qui se passe, mais quand je la vois, alors, mes enfants ont 15 ans et 13 ans, donc là je la vois, je suis en plein dedans et je vois comment ils la vivent. En fait, ça reste encore alors
je ne dis pas que c'est la même éducation en France ou ailleurs, mais en tout cas, celle que je vis en Suisse, c'est qu'elle est très négative et très poussée vers un objectif professionnel. C'est-à-dire, l'informatique, c'est un outil que vous allez utiliser dans l'entreprise, donc voilà. Donc, on réplique les mêmes outils à l'école. Il faut apprendre Excel, il faut apprendre Word, il faut apprendre ceci. Les machines, c'est pas les vôtres, hein, voilà. Alors qu'en fait, la relation des élèves avec le numérique a complètement évolué. C'est un réseau social. Les outils sont différents. Et cette éducation-là, elle n'apparaît pas. Moi, j'espère qu'un jour, il y ait de l'éducation sur la cryptographie, parce que la cryptographie, c'est la capacité de signer d'une personne. Donc, de la même manière que vous signez avec votre signature, la maîtrise de la signature électronique et de concepts autour de ça, c'est comme si c'est ce qui vous permet de vous engager en tant qu'être humain dans l'économie numérique. Et ça, je le vois au jour le jour. C'est aujourd'hui très important. Donc, c'est des concepts comme ça. Ce que c'est le réseau, ce que c'est l'effet de réseau, ce que c'est la cryptographie qui doivent être apprendre aussi l'algorithmie, ce genre de choses-là, la compréhension des mécanismes. Est-ce qu'il y a une autre question, une réaction peut-être? Pardon, je croyais avoir vu votre main levée. J'attendais vos questions qui sont toujours passionnantes. Sinon, c'est l'arrêt classe de 78, classe contre Allemagne, voilà. Mais merci. Vous avez parlé d'autonomie en fait, et c'est un terme intéressant parce que précisément l'autonomie vient en lien avec l'aspect démocratique, c'est-à-dire que l'autonomie, c'est se donner ses propres règles. Donc il y a un élément toujours qui est délicat, et on le voit notamment sur la question de la liberté d'expression et de la régulation de la liberté d'expression. On le voit justement, c'est au cœur de l'affaire qui nous a réunis aujourd'hui, la question en fait de la délégation ou d'une délégation implicite de l'État à ces plateformes, finalement de respecter les lois, de faire appliquer le code pénal, voilà. Donc il y a ici le problème, je pense que la question de l'autonomie, comment vous la voyez en termes de, justement par rapport à ce droit à l'intégrité numérique, parce que voilà, l'élément démocratique, déjà il y a un aspect technique en effet qu'il faut savoir dépasser, c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne, et en effet la question de l'éducation rentre ici en jeu, mais plus largement la question, par exemple, tout simplement un cas très très factuel, on accepte tous des conditions générales d'utilisation, personne ne les lit. Donc voilà, il y a vraiment là, pour le coup, comment vous l'envisagez, vous, la question de l'autonomie dans la sphère numérique? On est dans un cadre constitutionnel, et donc la Constitution gère les rapports entre l'État et les citoyens. Donc le droit à l'intégrité numérique s'applique dans ce rapport-là. Ça veut dire que, par exemple, Telegram n'est pas soumis à ce rapport-là. Telegram, c'est un rapport entre privés, vous êtes un individu et vous êtes lié avec Telegram. Ou de la même manière, Microsoft et toutes les autres grosses plateformes. Mais en fait, c'est la même chose pour les autres droits, c'est-à-dire le droit à l'intégrité physique et puis tous les autres droits, il y a la même notion. Par contre, à un moment donné, l'État a fait deux choses. Ou la société s'est organisée et a fait deux choses. Un, elle a dit que, si on prend l'exemple de s'entretuer, par exemple, c'est une atteinte simple à l'intégrité physique, c'est je viens vous tuer. Dans la Constitution, il est marqué que l'État n'a pas le droit de tuer. C'est l'interdiction de la peine de mort. Mais il n'y a pas écrit dans la Constitution que vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un d'autre. Par contre, on a développé... Oui, voilà. Oui, non. Non, mais même dans le code pénal, il n'y a pas marqué vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un. C'est si vous tuez quelqu'un, les conséquences sont négatives pour la société, donc vous êtes puni. C'est dans ce sens-là même que ça se passe. Voilà. Donc en fait, pour l'intégrité numérique, ça va se passer un peu de la même manière. Il va y avoir deux éléments qui vont se mettre en place, que j'espère. Un, il va y avoir effectivement un code pénal qui va se développer, des atteintes à l'intégrité numérique. Et dans le code pénal français, vous avez déjà des chapitres, atteinte à l'intégrité physique, atteinte à l'intégrité mentale. On peut rajouter un chapitre sur les atteintes à l'intégrité numérique dans lequel on peut mettre harcèlement. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut déjà imaginer, voir un peu les choses qu'on met là-dedans.
C'est un. Ça va être un outil justement pour aller voir les plateformes comme celle-là pour leur dire maintenant vous ne pouvez pas être complice de ces crimes qui sont contre les gens, par exemple. Et l'autre aspect aussi, c'est l'aspect prescripteur de l'État. L'État, quand il agit dans la société, à travers son action directe ou alors à travers des contrats publics, par exemple, doit respecter les principes fondamentaux à travers son action. Et aujourd'hui, moi c'est comme ça que je l'analyse, quand l'État crée une application et que diffuse cette application à travers Google Store et Apple Store, en réalité, il vend les données personnelles des citoyens à des plateformes étrangères sans même le consentement des citoyens. En fait, il participe, et c'est le capitalisme de surveillance, il participe à cela. Donc en fait, c'est une chance, l'intégrité numérique, c'est une chance pour l'État de dire je me déconnecte de ça, je suis prescripteur et dans mes contrats publics, je veux dire je vais utiliser une application pour téléphone, je dois avoir une version où aucune donnée ne part dans une grosse société comme Google ou comme Apple par exemple. Et il y a les moyens de le faire ça, mais pour l'instant on ne se les donne pas. Ou alors donc en fait voilà, il y a ces deux approches-là qui font. Et après, à un moment donné, quand vous avez l'État qui va investir à ce moment-là des efforts, au lieu d'acheter du Microsoft, ils vont acheter de l'open source qui collectera moins de données, là, vous aurez un effet sur la population qui va réduire l'empreinte numérique de tout le monde. Merci beaucoup, Alexis. Je propose, pour qu'on minimise le dérapage, merci beaucoup, au niveau horaire, de donner la parole pour la conclusion à Madame la sénatrice. Chacune des interventions aurait dû donner lieu à une table ronde individuelle et que donc on a un long programme de travail sur ces sujets. Je trouve que l'intégrité numérique est probablement au cœur de beaucoup d'autres débats. Je tiens à remercier chacun des intervenants et l'intervenant de la CNIL en particulier parce que c'est important d'avoir l'autorité indépendante qui nous couvre, nous, misérables législateurs. Vous dire que on est ici tous très préoccupés, je pense notamment à ma collègue Catherine Morin-Desailly, mais pas seulement, sur ces sujets, et que à chaque fois que revient cette question d'une délégation au numérique, on trouve de plus en plus absurde de ne pas pouvoir la constituer. Et qu'en plus on est dans le sentiment, et j'ai écouté avec intérêt l'exemple suisse, mais on est quand même, je parlais de Kirikou avec un clin d'œil, mais on est quand même dans le pot de fer contre le pot de terre, avec les GAFA. Mais quand on voit ce qui se passe notamment aux États-Unis, avec la marchandisation des données de santé, on a de quoi être très inquiet. Et en même temps, on a des questions tout à fait fondamentales, à la fois de poursuite de la criminalité organisée, qui est un vrai sujet, à la fois la protection des données, on l'a dit, et je crois qu'on est sur ces sujets et qu'avec les éclaireurs, on a de beaux jours devant nous. Donc moi, je voulais simplement vous dire que cette maison était la vôtre pour organiser ce type d'événement. Je crois qu'il est très très important qu'on puisse échanger et se rencontrer, parce que c'est quand même ici qu'on fait la loi. Et que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de meilleure solution qu'une loi. J'ai bien noté les questions constitutionnelles qui pourraient se poser à un moment ou à un autre sur l'intégration de certaines données dans la Constitution. Là aussi, il faut, comme disait le professeur Badinter, qui a longtemps siégé ici, toucher la Constitution d'une main tremblante. Mais je crois que tant qu'on n'aura pas suffisamment sensibilisé par l'éducation au numérique, à la fois les étudiants, et encore merci Madame le professeur, mais aussi les parlementaires et les élus à tous les niveaux, parce qu'on a aussi ce problème-là dans les communes. Je veux dire, c'est le piratage des données, il se fait dans les communes rurales, dans les hôpitaux, etc. Enfin, je veux dire, c'est un vrai sujet. Donc, merci à vous et rendez-vous prochainement sur un sujet ou sur un autre. Je crois qu'on a de beaux jours devant nous sur ces questions qui sont tout à fait fondamentales. Et merci encore d'avoir consacré cette matinée à ces éléments si importants dans cette belle maison qui vous accueille.